Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, parler, ce n'est pas seulement un exercice technique, ce n'est pas seulement une question de voix, de posture, de gestuelle. Prendre la parole, c'est accepter d'être vu, c'est formuler une pensée, en assurer et en assumer la portée dans l'entreprise, dans l'espace académique, dans la sphère de la parole, dans la sphère politique, dans la sphère effectivement également où se structure l'autorité. Elle crée de la confiance ou de la défiance, elle peut clarifier, elle peut troubler. Nous en parlons ce matin des défis de la prise de parole en public et nous restons ouverts à l'échange, à vos témoignages. Si vous souhaitez participer à l'émission, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous débutons notre émission des experts ce matin. Alors nous sommes avec des invités que je présente très rapidement. Nous sommes avec Rita Brada qui est coach professionnel spécialisé en prise de parole en public. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Et nous sommes avec Moulim Hello qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors la prise de parole en public, on s'y intéresse souvent lorsqu'on est contraint ou lorsqu'on a le souci de la performance. Il y a un nombre d'intervenants où effectivement on a peur de la comparaison, il y a un nombre de publics. Le public peut être nombreux et on peut être effaré, parfois inquiet, parfois dans la crainte, parfois dans la peur que effectivement les mots nous échappent, qu'il puisse y avoir un incident, on puisse ne pas trouver ces mots. Et effectivement, il y a une part d'appréhension et une part effectivement, je le disais, de préparation qu'il faut avoir pour rassurer et se mettre en condition. Alors, je vous laisse peut-être le soin d'ouvrir effectivement le sujet, parce que quand on souhaite s'y préparer, c'est qu'on voit que dans sa façon d'être spontanée, il peut y avoir en effet matière à se poser la question de savoir si on réussit ou non. Alors, bonjour, tu as cité tellement de choses que Ah oui, je suivais. Je me suis dit, attends, par quoi je commence? Quel angle d'attaque? oui, Alors, Ramadan Moubarak déjà oui. à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. En tout cas, Allah يدخل علينا تشهر بالصحة والسلامة وتقبل الأعمال. Ça, c'est la première des choses. Prise de Oui. parole, elle est contextualisée. Ah, C'est la absolument. règle numéro 1 dans la prise de Absolument. parole. C'est le premier jour du Ramadan au Maroc et on est très heureux de le démarrer avec toi, Badr, Ah, sur ça les fait- ondes de Atlantique Radio. Euh, alors, tu as deux profils. En tout cas, j'ai pu rencontrer dans ma modeste carrière deux profils. Tu as des gens qui aiment être super préparés, qui sont super préparés, super structurés à chaque prise de parole, à chaque discours, Oui. qui ont leurs notes, qui ont leur prise de notes, qui ont des fichiers, qui prennent vraiment du temps. C'est comme si cette prise de parole, alors ils donnent de l'importance à la prise de parole Mhm. et il faut en donner. Après, dans quelle proportion on va l'avoir. Et puis, tu as l'autre profil, tu as d'autres profils qui ne préparent pas ou qui préparent très modestement et qui essaient de trouver l'inspiration du moment. Et ça, quand je te dis ces deux profils-là, j'ai pu les rencontrer dans différents niveaux de C'est l'entreprise, vrai. aussi bien des juniors que des patrons, aussi bien des managers confirmés que des nouveaux managers. Parce que dans la prise de parole, il y a une part de personnalité qui est très importante et qui Oui. transparaît dans la prise de Mais parole. bien entendu, il y a des profils d'ingénieurs et l'ingénieur cerne le risque et des funambules. C'est... Pas que des funambules, il n'y a pas que des artistes et des ingénieurs dans l'entreprise. Oui, Tu vas fort quand même. j'ai Il n'y a pris, pas que j'ai- les ingénieurs qui préparent non plus. mais bien entendu, mais j'ai pris entre guillemets Tu à l'as fait grands traits. exprès. Oui, oui, Mhm. c'est une image. Et les images parfois ont plus de facilité à rentrer dans les esprits. Alors, Rita Brada. Oui, alors tu as cité un point important, la préparation, effectivement. Je rejoins Mriem qui a ces deux profils, ceux qui préparent, ceux qui ne préparent pas. Dans mon expérience, je pense que c'est important de préparer. Alors, la dose de la préparation, pour moi, doit être ajustée. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire de surpréparer, de tout écrire, par exemple, encore moins d'apprendre par cœur. Ça, c'est le pire piège dans lequel on peut tomber. Ah oui. En revanche, ne pas préparer du tout, c'est aussi un piège. Parce qu'on se dit, on maîtrise le sujet ou on n'a pas le temps. Et finalement, on risque le manque de fil conducteur. Que les personnes, en fait, n'arrivent pas à vous suivre où vous avez démarré et jusqu'où vous allez. Oui. Donc, selon moi, la préparation, c'est vraiment la règle numéro 1 de la prise de parole. Et quand je dis la préparation, c'est au moins connaître son message clé. Qu'est-ce que je veux que mon public
retiennent. Oui. Mais après, effectivement, les exercices oratoires sont tellement différents. Et dans l'art oratoire, il y a tellement d'écoles aussi différentes. La rhétorique, on s'y intéresse depuis la nuit des temps. Parce que la parole fait autorité. Et quand on s'exprime, parfois on a l'envie qu'on nous suive. Quelquefois, quand on s'exprime, on a envie qu'on nous regarde, qu'on nous applaudisse. Et des fois, quand on s'exprime, on a envie qu'on sente une forme d'autorité, de puissance, d'aura. Des fois, quand on s'exprime, on a simplement envie de partager des idées. Donc, les exercices oratoires ne sont pas similaires. Et le cadre dans lequel on s'exprime ne sont pas identiques. Et par nécessité, ou les profils qui s'expriment ne sont pas identiques. Effectivement. Et de ce point de vue, ça oblige, entre guillemets, à aller plus en finesse pour savoir effectivement, en fonction des exercices, quelles sont les différentes modalités de préparation pour peu qu'on ait cette optique-là. Mais je voudrais qu'on s'arrête avant d'aller plus en finesse sur les blocages, peut-être d'ordre émotionnel et psychologique. La crainte d'être regardé, la crainte d'être jugé, la crainte de tomber, la crainte de ne pas trouver ses mots, la crainte, entre guillemets, de se perdre malgré toute la préparation du monde, c'est peut-être, j'allais dire, le frein premier ou peut-être la difficulté première à enjamber quand on s'apprête à s'adresser à un public. Oui. Et en fait, je te rejoins et je t'entends effectivement. Et je me rappelle quelques expériences, notamment le manque de sommeil, Ah, qui peut être le premier frein à une prise de parole ah en oui. public et qui peut sacrément l'handicaper. Pas C'est le vrai. manque de caféine, Et, le premier jour du ramadan. non, non, alhamdoulilah, ça va. J'ai pris mon café très tôt ce matin, je Ah oui. t'avouerai, je me suis levée juste pour ça. Non, et pour autre chose, évidemment, on ne rentrera pas dans le détail. Mais Oui. il est certain que la première préparation, Mm. et tu as bien fait de parler des freins psychologiques et des blocages qu'on peut avoir, la première préparation, elle est mentale avant d'être intellectuelle. Elle est mentale et émotionnelle avant d'être intellectuelle. L'intellectuel, c'est le contenu qui va transparaître, vos compétences, vos capacités, votre maîtrise du métier, selon, et tu l'as très bien dit, les types de réunions et les types de prise de parole Oui. qu'on a. Est-ce que c'est un brief informel de 10 minutes avec son équipe? Est-ce que c'est une réunion de 2 heures Oui. avec des gens importants et un ordre du jour bien établi à l'avance? Est-ce que c'est une prise de parole devant des journalistes Mm. comme toi, par exemple, qui vont peut-être nous Non, poser non. des questions à la fin? Mm. Est-ce que c'est un média training? Tu vois, les prises de parole sont différentes. Mais ce qui est certain, et ce que j'ai pu voir, c'est pour ça que je rejoins Rita dans un dosage de la préparation. Je dirais la première préparation, elle est physique, mentale et émotionnelle. Ah oui. Je dois être bien dans ma peau, entre guillemets, pour prendre la parole en public. J'ai remarqué, tu vois, parce que c'est mon métier dans la formation, et je remarque mes confrères et mes consoeurs coachs, nous sommes des êtres humains comme les autres. Est-ce que nous arrivons toujours à être bien dans nos baskets et bien dans nos pompes et à l'aise et pas stressés, etc. Comme nous sommes des êtres humains comme les autres, je t'avouerai que nos nuits ne sont pas calibrées de la même manière, que des fois il y a des épisodes de vie stressants dont on doit prendre conscience. Des fois il y a un manque d'hygiène alimentaire ou physique. Et donc on ne se dépense pas assez, et donc on ne dégage pas assez le stress, etc., etc. Et tous ces facteurs-là, justement, à la personne qui va prendre la parole en public, elle ne Oui. doit pas les sous-estimer. C'est pas parce qu'on a très bien préparé ses notes, mais qu'on est très moyen dans le sommeil, dans le sport, dans l'alimentation, et qu'on est vraiment, on a traversé des choses dans sa vie. Là, par contre, je dis attention, vous n'allez pas probablement dégager sur le plan non verbal la Oui. confiance qu'il faut, l'assurance qu'il faut, et qui va convaincre les gens. Oui. Donc, on va rentrer dans les détails du syndrome de l'imposteur, parce que tu as cité des choses qui reviennent ici et là. Moi, je t'avouerai que, malheureusement, oui. j'allais dire, la prise de parole est décorrélée du niveau de compétence ou du niveau académique des gens. Non, mais J'ai c'est- rencontré des gens brillantissimes sur le plan académique, des gens brillantissimes à tous les niveaux, école de commerce, école d'ingénieur, université, juriste, mais qui avaient un mal fou à prendre la parole en public. Et bien La prise entendu. de parole est très liée à la confiance en soi, en fait. Ouais. La confiance en soi, c'est vraiment la base. C'est ce que tu disais. Moi, j'utilise souvent l'image, la métaphore du robinet. En fait, la confiance en soi, la gestion de son trac, c'est ce robinet qui est soit ouvert, soit fermé. sûr. C'est-à-dire que tu auras beau avoir toutes les compétences en prise de parole, les compétences techniques d'un point de vue préparation, verbale, gestuelle, tout ça. Si ton robinet de confiance est fermé et le trac est trop fort, tu ne peux pas mobiliser tout ça. Exact.
Donc, pour pouvoir mobiliser toutes les bonnes pratiques, il faut déjà que tu puisses être dans un état mental qui te le permet. Et effectivement, Badra a soulevé un point très important. La peur, le trac, le stress, on peut l'appeler comme on veut, lié à la prise de parole, c'est un sujet qu'on rencontre quasi systématiquement. Oui, c'est effectivement peut-être ce qui inhibe même, ou ce qui donne des nuits angoissées à ceux qui s'apprêtent effectivement par nécessité, par contrainte, à prendre la parole en public. Alors, on a coutume de dire que la musique détend les mœurs. Il y a parfois des playlists qui aident à faire du sport. Je ne sais pas s'il y a des playlists qui aident à se détendre avant une prise de parole. Nous allons reprendre la suite de notre émission des experts dans quelques instants. Et j'enjoins ceux qui veulent témoigner ou prendre la parole et également, pour le coup, dans cette émission, à nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités et eux, Rita Blada, Marim Hello, et nous parlons de la prise de parole en public. Alors, c'est une façon presque de mise en abîme, puisque pour le coup, pour en parler de la prise de parole, il faut prendre la parole et s'exprimer clairement. Et on dit ceux qui se conçoivent bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors on espère que on sera à la hauteur de l'exercice, mais d'un mot sur l'aspect émotionnel et psychologique. Alors effectivement, si on a fait son sport, si on a dormi en temps et en heure, si on a une alimentation équilibrée, on est plus léger. Et effectivement, l'esprit est plus délié. Mais sur le blocage émotionnel, je ne sais pas s'il y a une pilule magique ou s'il y a une préparation ou s'il y a une façon de désinhiber l'inhibiteur premier qui est le stress ou la peur. Ouais, c'est vrai que tu parles de corps, mais il y a aussi le mental aussi, Oui. beaucoup. Et donc c'est là que tu abordes les aspects émotionnels. Alors il y a plusieurs techniques, je pense que Marim complétera aussi certainement. Dans ce que moi je pratique, il y a les exercices de respiration qui sont très efficaces. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire, il y en a plein, mais le plus basique, la base, c'est de se dire, je mets l'intention d'inspirer profondément Mhm. et j'expire le plus lentement possible. C'est-à-dire, idéalement, 2 fois plus lent que l'inspire. Donc, en fait, je vais ralentir. Et ce ralentissement de la respiration, il va induire un ralentissement du rythme cardiaque et de tous les symptômes qui sont souvent liés au stress. Donc, des exercices de respiration qu'on peut faire sur plusieurs cycles. Dès qu'on commence à ressentir les symptômes, le cœur qui bat, les mains qui tremblent, le souffle court, ce genre Oui. de choses, ça, c'est ce que moi j'appelle l'extincteur. C'est-à-dire quand le feu est là, comment on peut faire pour apaiser. Oui, mais ça c'est juste avant peut-être la prise de parole. C'est même pendant, je peux faire une pause et respirer, avant ou pendant. Mais encore avant, si je reprends ton avant, le plus Oui. important, c'est de se mettre dans un état mental positif. Alors l'état mental positif, pour moi, par rapport à la prise de parole, le principal piège dans lequel je vois qu'on tombe et qui est source de stress, c'est quand on met le focus sur soi. Et le focus, quand on parle, il doit être sur son message. Quand on s'exprime, en fait, les gens, ils ne sont pas là pour toi, précisément. Ils sont là pour entendre ce que tu as à dire. Parce que ton sujet les intéresse. Si c'est pas toi, ça sera un autre, en fait. Et donc, quand toi, en tant qu'orateur ou que speaker, tu intègres ça et tu te dis, mais en fait, le plus important ici, c'est pas est-ce que je me tiens bien? Est-ce que je fais ça comme ci? Est-ce que je fais ça comme ça? Est-ce que le mot, c'est exactement celui-là ou c'est un autre? On s'en fiche de tout ça. Si tu arrives à passer ton message, ton objectif, il est atteint. Oui. Et donc, pour moi, un des principaux secrets, c'est de se rattacher, de ne jamais oublier l'objectif. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu prends la parole? Oui. Après, je le conçois aussi comme une façon, entre guillemets, de réduire la part de lumière qu'on absorbe spontanément pour se dire que elle se concentre d'abord sur ce qu'on a à dire et donc de réduire la pression pour ceux qui en souffrent. Malim Hello.
Et non, c'est toujours dur de rebondir parce qu'il y a plusieurs choses qui sont évoquées, qui sont hyper intéressantes. Oui, mais la Euh, parole est un écho. ah oui, non, parce Et qu'il y a l'écho des est une onde. choses, Oui. exactement, Mm. parce qu'il y a des choses qui Mm. résonnent quand Rita prend la parole ou quand tu prends la parole, parce Mm. que ça établit des liens ou des connexions peut-être avec des choses qu'on a pu vivre. Et je la rejoins dans le fait de travailler sur ses perceptions et les perceptions de soi et les perceptions qu'on a de l'environnement, parce Mm. que très souvent, parce que le stress, d'où il vient? C'est un dosage entre ce que je perçois de la demande de mes interlocuteurs ou ce que je perçois des exigences de mes interlocuteurs ou de mon public et ce que je suis capable de leur donner Oui. et comment je suis capable de répondre. Ce que je perçois de ce que je suis capable de leur donner. Oh, C'est une Exactement, double perception. Bah, exactement. Et cette et mise plus en l'écart est abîme-là, grand, C'est ça. plus je vais stresser. exactement. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que d'abord, il faut que je travaille mes perceptions sur moi, et c'est là où la confiance, l'estime de soi est construite, mais que je ne surcharge pas la barque et que je me dise pas, oh, c'est des gens qui sont incroyables, tu as vu ce qu'ils ont réalisé, tu as vu les diplômes qu'ils ont, qu'est-ce que je suis capable de leur donner, etc. Et très souvent, quand les gens viennent nous consulter dans Oui. des coachings de prise de parole en public, alors je ne simplifie pas, parce qu'il y en a qui ont véritablement des sortes de phobies à prendre la parole en Ah bah public. Il y en oui. a qui préfèrent être largement dans l'écoute que dans la prise de parole en public. Il y en a qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment utile ce que je vais donner comme commentaire ou comme feedback? Donc il y a des jugements de soi qui sont construits des fois au fil du temps, au fil des années, qu'on ne peut pas déconstruire comme ça du jour au lendemain. Ah Ce oui. qu'on essaie d'apporter quand même, c'est à travers des respirations carrées ou des expires qui sont plus longs que des inspires, parce que même dans la respiration, on trouvera plusieurs Il y techniques a et plusieurs plusieurs. écoles, j'allais Tout à dire. fait. Ceux qui préfèrent inspirer en 4 temps, retenir en 4 temps et expirer en 4 temps. Même dans cette rétention des fois de la respiration, il y a quelque chose de positif qui se passe dans l'organisme, dans le ralentissement du rythme cardiaque, dans le fait de ressentir son ancrage sur le sol, j'allais dire, de ses pieds, de sa présence sur le sol. Ah oui. Et on sort de la spirale mentale qui, justement, est en train de dire, ah, le public, est-ce que je suis prêt? Est-ce Oui. que j'ai fait mes notes? Est-ce que la Mais on met structure, nuance etc. sensible. La respiration, c'est un rythme. Les rythmes, parfois, ce sont des sons et on est sensible à la voix, au rythme, au son qui produisent leurs effets. Bon, il est 10h29. On avance sur notre temps puisque on avait présenté, on l'avait annoncé. Karim Droné nous a rejoint pour nous présenter les actualités. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin avec nos deux invités, Rita Balada, Malim Hlou, et nous nous intéressons spécifiquement à la prise de parole en public. Et on disait effectivement que pour ceux dont le blocage essentiel est émotionnel, il est relatif au stress, à l'angoisse, à la crainte de ne pas être à la hauteur, à la crainte, entre guillemets, de subir des jugements négatifs de la part de l'auditoire. Et de ce point de vue, il y a des techniques respiratoires, elles sont circonstanciées, elles peuvent produire leur effet immédiatement, mais il y a aussi la façon avec laquelle on peut se percevoir. Et ça, si on est amené de par la nature du métier ou du chemin de vie qu'on prend, à prendre la parole plus souvent, en tant que dirigeant, en tant que porte-parole d'une fédération, en tant que... Oui, bon, il y a différents métiers où la prise de parole est essentielle, elle est voire vitale, ne serait-ce que pour entraîner ses équipes, transmettre les bonnes ondes, la bonne énergie. Et par définition, si cet aspect-là n'est pas musclé, on peut peut-être voir les plis qui sont plus anciens et essayer de les dénouer. Ritza Brada, outre les techniques du moment, il y a parfois l'angoisse qu'on peut imaginer peut-être surmonter, soit par l'expérience, soit par d'autres techniques. Oui. La PNL peut-être en propose Oui. certaines. Bien sûr. Alors, tu parles de quelque chose de très important, la pratique. Mm. La pratique, c'est ce que tu dis, c'est très vrai. En fait, c'est en pratiquant que la confiance en soi va augmenter et donc on sera de plus en plus à l'aise dans cet exercice de prise de parole. Et donc, c'est effectivement les personnes qui sont le plus exposées sont souvent plus à l'aise parce que tout simplement, elles ont fait l'exercice 100 fois, 200 fois, 300 fois, etc. Et donc, le piège, c'est de se dire, j'attends d'être à l'aise, suffisamment à l'aise pour me lancer. Mais c'est tout à fait le contraire. Il faut se lancer parce que c'est en faisant
qu'on va apprendre. Et encore une fois, pour utiliser une métaphore, parce que je suis très visuelle, donc j'aime beaucoup et je pense que ça donne aussi un autre aspect à la chose. Je dis souvent aux personnes qui me disent oui, je regarde des tutos YouTube, je lis des livres, je regarde voilà, des personnes qui savent bien faire. Je dis ok, mais c'est comme si en fait tu voulais apprendre à conduire en allant apprendre le code. Certes, tu as besoin d'apprendre le code, mais est-ce que si tu apprends le code simplement, tu es capable de prendre une voiture et de conduire? Non. Tu as besoin de monter dans la voiture et de passer tes vitesses et de rouler. Bah là, c'est pareil en fait, la prise de parole. Si tu ne te mets pas en situation, si tu pratiques pas, si tu sors pas les mots de ta bouche, ça ne va pas arriver juste avec les bonnes pratiques. Oui, bah, il y a des films mémorables ou même pour convaincre une sorte d'auditoire ou pour se faire accepter auprès d'un public de brigands. Il y a des films de Tarantino où on voit le personnage qui, devant son miroir, s'apprête à raconter des histoires qui sont censées lui apporter la sympathie, effectivement, de ceux dont il voudrait rejoindre le groupe. Et sans ces exercices-là, bon, disons, oui, le personnage n'aurait pas nécessairement, disons, fait sa place aussi aisément, aussi facilement. Melim Hello. Ouais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce qui a été dit, c'est la désensibilisation. C'est comme si on est exposé aux allergènes, supposons. Alors, c'est pas que le public soit un allergène, loin de là, C'est notre loin, image. loin de moi. Mais un allergène, ça peut être un irritant, une source de trac, de stress, de frustration, de pression. Là, le sentiment d'avoir un projecteur sur soi, parce que c'est ce que sentent aussi les gens qui sont en prise de parole en public, et c'est ce qui les angoisse peut-être encore plus, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a une caméra, un focus sur eux. Oui. Et justement, se dissocier de ça et rester concentré sur le discours et rester concentré sur la valeur ajoutée ou l'impact qu'on a envie d'avoir sur le public. Il y a une technique que j'aime beaucoup. Alors, tu vas rigoler, on dirait le décollage d'une fusée, c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une technique d'ancrage, alors très utilisée par les PNListes, mais pas que. Par exemple, on est un petit peu confus lorsqu'il y a des fois une prise de parole en public, justement, nos idées, on a l'impression des fois que sous le feu de la nervosité ou du stress, nos idées sont un petit peu éparpillées. Ou bien on a des blancs, etc. À ce moment-là, il faut revenir. Par exemple, il faut se dire, OK, je suis en train de perdre le fil. En quelques secondes, je dois repérer dans la salle où je me trouve 5 choses que je vois. Et je les nomme intérieurement. 5 choses visuelles que je vois. Et par exemple, ça peut être les détails de la salle, la couleur du plafond, la couleur d'un dossier, la couleur du mur. En l'occurrence, chez Atlantique, c'est le bleu et le blanc. Et après, identifier juste après 4 choses que je touche. 4 choses. Alors, je peux toucher effectivement la table, le bureau, le tissu de ma robe, un papier, un gobelet, peu importe. Juste après, 3 sons que j'entends. Et ça peut être juste un murmure, un hochement, le bruit d'une horloge, une respiration, par exemple, de quelqu'un. Juste après 2 odeurs que je sens, il faut avoir un parfum à disposition ou quelque chose, parce que des fois, ça peut être l'odeur hors ramadan d'un parfum, d'un café, d'un thé, etc. Et enfin, une chose que je goûte, et là aussi il faut avoir quelque chose à disposition et pas jeûner, mais quelque chose, par exemple une gorgée d'eau ou dans la bouche. Alors ça, en neurosciences ou bien en PNL, on l'appelle le VACOG. Le VACOG, c'est pour référence à quelque chose de visuel, quelque chose d'auditif, quelque chose de kinesthésique, donc c'est le toucher, quelque chose d'olfactif et quelque chose de gustatif. Et on prend l'acronyme de VACOG. Là où c'est important, c'est quoi? C'est que je court-circuite les pensées ou les émotions négatives qui m'ont submergé quelques instants avant, quelques minutes avant. Je suis en train de les court-circuiter. Comment? En revenant au corps et au sens. Donc c'est comme si je ramenais, je laissais plus mon attention dispersée sur ce qui peut me nuire, à savoir, attention, la structure, vais-je arriver à la conclusion, est-ce qu'ils vont pas m'interrompre, est-ce qu'ils vont me poser une question difficile ou pas, etc., etc. Et donc quand je reviens à mon VACOG, c'est comme si je veux revenir ici et maintenant, et hop, ça y est, je pense plus. Et quand je pense plus, peut-être que ma langue va libérer la parole plus facilement. Ou plutôt, disons, l'attention, des fois, elle se dirige indépendamment de ma volonté. Si je stresse, il y a le rythme cardiaque qui s'élève, je vais y faire attention, etc. Donc, mon attention est braquée, entre guillemets, sur cet état dans lequel je suis. Et si je la dirige ailleurs, tout simplement, il y a la force de l'attention on reprend simplement peut-être la main sur le guidon. Je le dis souvent aux clients,
créer des diversions lorsque des parasites, alors justifiables ou pas, subjectifs ou pas, importants ou pas, mais lorsque vous sentez que vos pensées et vos émotions sont parasitées, créez tout de suite une diversion, de quelque manière que ce soit, histoire de revenir à vous plus ressourcé, plus à l'aise, plus calme, etc. Il y a la force de l'attention, comme tu disais, Badr, il y a aussi la force de la visualisation. Parce qu'on parlait de PNL et dans les différentes techniques de PNL, il y a aussi une technique de visualisation, de préparation mentale, où en fait tu fais vivre à la personne qui va prendre la parole l'événement en avance, exactement, avec juste mentalement en fait. C'est-à-dire tout, il est sur la scène, il décrit en utilisant justement les 5 sens. Il décrit comment il se sent, qu'est-ce qu'il entend, il ou elle d'ailleurs bien sûr, ce qu'elle voit, etc. Et comment lui dans cette situation peut être au top de ses capacités. Et ce qui est très puissant, c'est que ça a été prouvé effectivement aussi par les neurosciences que le cerveau ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel. Et donc le fait d'avoir vécu cette situation de manière positive avant cette prise de parole stratégique peut être aussi un véritable débloqueur, on va dire, de ces situations de grand stress. C'est des techniques qui marchent très très bien. Oui, bon, je ne sais pas si la playlist c'est le zen avant la prise de parole, mais en tout cas on va la découvrir à l'instant parce que c'est le moment où nous annonçons la respiration musicale et bien entendu on poursuivra notre émission dans quelques minutes. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Ritza Barada, nous sommes avec Maryam Helou et nous nous intéressons tout spécifiquement à la prise de parole en public. Alors quand on s'intéresse effectivement aux inhibiteurs ou ceux parmi les tempéraments qui peuvent avoir quelques difficultés à surmonter. On évoquait la visualisation, la respiration, effectivement aussi une forme de préparation qui donne la confiance le moment venu, qui donne la confiance si on a une appréhension toute particulière. Mais les exercices oratoires sont de nature différente et celui qui dirige, il doit prendre soin de l'éthos, de son autorité, celui qui va s'exprimer devant un colloque d'universitaire, il doit simplement avoir la certitude des connaissances qu'il va partager, et puis ceux qui s'expriment dans la sphère familiale, ils peuvent simplement attirer l'attention, être regardés, parfois être applaudis par leurs parents. Donc les exercices oratoires sont de nature différente. Lesquels suscitent le plus d'angoisse et lesquels suscitent parfois un regard attentif de la part de ceux qui peuvent justement apporter ou leur expertise ou aider la personne à capitaliser sur ses forces. Souvent, c'est lié à l'enjeu. Il y a angoisse quand il y a enjeu. Et en fait, l'enjeu, il va naître de facteurs différents selon les personnes. Il y en a, l'angoisse, elle va naître quand il va y avoir un public nombreux. Oui. Par exemple, ils sont très à l'aise avec 5-10 personnes. Dès que ça va dépasser 10, ça y est, c'est la panique totale. Il y en a d'autres, ça va être quand le public est inconnu. Ça peut être juste 2 personnes, mais en fait, je ne les ai jamais vues avant. Ça peut être aussi quand l'enjeu de la prise de parole elle-même est important. C'est-à-dire j'ai quelque chose d'important à aller défendre. Un gros budget, une grosse décision. Voilà. Et donc, souvent, en tout cas dans le monde professionnel, moi, je reçois beaucoup de personnes qui ont eu des promotions, très souvent. Très souvent. Oui, mais pour l'avoir, il faut d'abord réussir sa prise de parole. Alors non, justement. En tête-à-tête. Franchement, justement. Sauf si elle est accordée spontanément, ce qui n'est pas non plus la majeure partie des cas. On part du principe que toute promotion est méritée, oui. mais très souvent, au démarrage, au début d'une carrière, on est beaucoup sur des compétences techniques, des compétences métiers. Et plus on prend du galon et plus on est exposé. En fait, quand je dis exposé, c'est justement avoir à prendre la parole devant des instances de décision, devant ce genre de choses. Et donc, quand ces personnes-là, en fait, se retrouvent promues, certainement que, comme tu dis, elles ont gagné leur promotion, elles ont bien fait le travail. Oui. Mais maintenant, elles arrivent au stade où il faut exposer ce travail et faire valoir. Ah oui. Et ça, c'est un exercice auquel beaucoup
ne sont pas habitués. Et c'est souvent un déclencheur de cette prise de conscience de moi, je suis très bon dans mon métier, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas comment défendre ça et comment faire passer une grosse décision Oui. devant un comité. Oui, et parfois Très dans souvent, ces l'entreprise, demandes-là. il y a des mondes qui vivent séparément. Et quand on quitte le sien pour rejoindre un autre, effectivement, on peut avoir, par la parole, on peut donner des gages, on peut aussi plus facilement se rentrer dans ce groupe auquel, disons, on ne faisait pas partie. Malim Lehlo. Oui. Il y a quelque chose, moi aussi, qui m'a fascinée dans les accompagnements que j'ai faits ces dernières années, Mhm. c'est qu'on trouvait toujours des paradoxes chez les gens. Oui. C'est-à-dire les gens, des fois, dans la prise de parole en public, je rencontrais des orateurs qui étaient très à l'aise dans des audiences grandes, avec un pupitre, et qui n'étaient pas du tout à l'aise dans l'intimité, dans des entretiens one-to-one. Mm. C'est ça ce que j'appelais les paradoxes, c'est-à-dire oui. que quelque part, l'intimité leur faisait peur, alors que la grandeur, la salle avec les lustres, les journalistes, les photos qui crépitent, etc., pas du tout. Ah Et oui. donc c'est intéressant aussi de voir la singularité de chaque personne. Le nombre crée l'anonymat. Oui, L'intimité crée créer quelque chose de beaucoup de plus engageant de la engageant. personne. Oui. Et des fois, c'est des entretiens où on doit se séparer aussi des personnes. Des fois, c'est Ah des oui. entretiens d'évaluation annuelle où on doit projeter aux personnes autant ce qu'ils ont fait que ce qu'ils n'ont pas fait et justifier peut-être l'absence de distribution d'augmentation ou de bonus ou d'une promotion qu'on attendait, etc. Et donc, l'enjeu des fois émotionnel chez certaines personnes, il y a des enjeux stratégiques, certes, il y a des enjeux opérationnels, il y a des enjeux commerciaux lorsqu'on est directeur commercial ou DG, il y a des enjeux de prospection, de développement lorsqu'on est face à des clients. Il y a des fois des enjeux purement émotionnels en interne et qui sont expliqués à la fois par l'histoire du client et par ce qu'on voit chez les candidats ou chez les salariés. Et on dit « Endak balak », j'ai pas envie de la frustrer, j'ai pas envie de la heurter. Et quelque part, moi, il y a eu... je suis tombée sur un article qui était super intéressant, qui parlait d'avoir une approche stratégique dans la prise de parole en public. Je me suis dit, on l'a dans à peu près tout. Pourquoi ne l'aurions pas aussi dans la prise de parole en public? Et c'est ce qu'on appelle construire un système de pensée qui soit alternativement positif. C'est quoi? C'est que très souvent, en fait, on roule en boucle dans ce que j'appelle le dialogue intérieur. Quand la radio intérieure est lancée, si je perds ce point, tout est fichu. Je vais perdre mon dossier et ma réputation si je rate ce client important pour le groupe. Des fois, on étiquette les gens. Ce client-là est ingérable. Tu sais, il a une réputation de client difficile, ingérable, exigeant. Il m'appelle tout le temps, c'est insupportable. Tu as de la submersion, un sentiment de submersion, c'est-à-dire j'ai plus le temps, j'ai pas le temps pour finaliser mon dossier. Ça, c'est ce qu'on appelle des pensées parasitantes. Alors, à la place, si on est dans des approches stratégiques, qu'est-ce que je fais? C'est comme si quand je me dissocie ma personne de mon discours. C'est-à-dire que finalement, je reproportionne les choses en disant, je suis là pour un job, pour un travail. C'est pas ma personne qui est jugée, c'est mon taf qui est jugé. C'est mon taf ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle un recadrage de situation. Et le recadrage est nécessaire avec soi-même. Le recadrage de ses pensées, parce qu'on n'a pas toujours un coach à disposition. Certes, on est là pour former les gens, mais on est là pour partager des techniques avec les gens. Mais si les gens n'ont pas la présence d'esprit d'utiliser un recadrage avant-après et de se dire à travers des actions concrètes, la montagne, elle est immense. Oui. Je vais plaider et négocier point par point ce dossier-là et je vais maximiser l'argument et je reste focalisée sur l'argument 1 avant de passer au suivant. Et finalement, une forme d'empathie aussi. Des fois, on piédestalise les gens. Je les appelle piédestalistes. Ça veut dire qu'on les met sur un piédestal. Oui, c'est le propre du sentiment amoureux. Du sentiment amoureux, du sentiment d'infériorité qu'on peut avoir, des complexes qu'on peut hériter dans des héritages familiaux, etc. Mais non, je vais dire, Flan, c'est un être humain. Si ça se trouve, il est aussi peureux que moi, il est aussi anxieux que moi, il a peut-être autant besoin de structure que moi. Viens, je vais nourrir son besoin à lui. Parce que dans la prise de parole en public, nourrissons le besoin de nos interlocuteurs avant de nourrir les miens. Ils sont là pourquoi? Ils ont 1 heure à me consacrer, pourquoi? Ils ont 20 minutes, pourquoi? Ils veulent de la clarté, ils veulent, grâce à mon discours, prendre des décisions, ils veulent être informés, ils veulent quoi? Et donc, et quelque part aussi,
être très, très, très empathique envers soi-même. Je vais pas tout faire. Si ça se trouve, peut-être, je vais même rater ce client. Et alors, au moins bête, et la technique quand la technique 5, 4, 3, 2, 1, la respiration, tout ça, on les épuise, on voit qu'on est toujours aussi stressé. Ils vont nous couper la tête? Non. Oui. Ils vont nous exclure. Bon, Allah huwa razzaq, entre guillemets. Et donc, quelque part, se rattacher à la fois à un volet spirituel et relativiser finalement l'impact sur sa vie, sur sa personne, de cet enjeu de communication-là, permet de redescendre un petit peu sur Terre. Et quand je dis redescendre sur Terre, c'est juste pour rester focalisé sur le discours et pas sur tous les sentiments qui nous submergent, etc. On Oui. revient à l'attention, en fait, dont on parlait tout à l'heure. L'attention et le focus. Quand tu remets ton attention sur ton intention de prise de parole, justement, tu n'es plus sur toi. Tu es avec ton public et avec ton message. Oui. Et ça change, en fait, toute Ça change la dynamique. donne, Mais bien sûr. Bien sûr. c'est certain que. Mais il est difficile de se départir d'une peur ancestrale parce que prendre la parole, c'est être regardé, regarder, c'est être jugé, juger, c'est possiblement être exclu. Et ce qui est exclu parmi le groupe de primates, dont nous sommes les C'est pour ça. continuateurs, nos chances de survie diminuent drastiquement. Donc c'est une peur ancestrale Bien et, sûr. les tentatives de relativiser sont certainement quelquefois vouées à l'échec, mais certaines, à d'autres reprises, disons que ce sont des tentatives tout simplement pour se remettre dans le bon état d'esprit et ne pas dramatiser ceux qui ne méritent pas de l'être. Parce Alors, oui. que justement, tout le monde, et peut-être on l'abordera après, Mm. il y a des gens qui viennent en thérapie ou qui sont en thérapie, il y a des gens qui recherchent des solutions immédiates. Oui, Il y a peut-être les deux à faire, selon les personnes et les besoins. absolument. Mais il faut donner quand même aux gens des solutions باش يحافظوا على ماء الوجه ديالهم et réussir leurs objectifs. Et Oui. s'il faut intervenir sur la longueur, Oui. prenons les choses en main, entre guillemets. Nous, tu en vois. tout cas, il faut qu'on lui donne la parole. C'est Mourad Baba qui nous a rejoint à l'instant. On va l'écouter pour le flash d'information. On se retrouve pour la dernière demi-heure de notre émission des experts. Nous sommes avec Ritza Brada, nous sommes avec Marie Mihlou et nous parlons de la prise de parole en public. Et on disait également, mis à part effectivement l'aspect qu'on a longuement traité, les craintes et les blocages qui existent, mais la nature des exercices oratoires sont différents. On disait qu'il y avait aussi différents types d'orateurs et la difficulté c'est qu'on n'est pas soi-même le plus conscient entre guillemets des forces qui sont les siennes. Alors il y a des orateurs qui sont aussi bons à l'improvisation que dans le discours maîtrisé et parfois appris et récité naturellement sans que cela ne soit perceptible. Il y a de grands orateurs, Samuel Hassan II, De Gaulle, qui aussi, c'est de l'école de ceux qui apprenaient des discours ils avaient des exercices de cette nature à partager ou tout simplement parce que le devoir ou la nécessité les y contraignait. Mais il y avait en même temps des exercices sur lesquels il pouvait être tout aussi à l'aise, c'est-à-dire des exercices d'improvisation. Tout un chacun n'a pas autant de cordes dans son arbalète d'une certaine manière ou à son arc. Et la question, c'est d'avoir un jugement par rapport à la nature de l'exercice, mais également par rapport à la personnalité qu'on a, de savoir quelle est la façon, entre guillemets, d'avoir le rendu le meilleur. Et donc... pour cela, je vous demande peut-être, en fonction de l'expérience qui peut être la vôtre, comment vous donnez ce retour aux personnes qui sollicitent ce regard extérieur. Première des choses, rester soi-même. Ah. Absolument première et fondamentale chose, c'est rester soi-même. Autrement dit, si on ne l'est pas et si on ne le reste pas, on n'a pas l'impact et l'inspiration qu'on le souhaite. Parce que quel que soit le sujet, qu'on vende un shampoing ou un abonnement télécom ou un dossier à plusieurs millions de dirhams ou une initiative stratégique, il faut intéresser, convaincre du sens et pousser à l'action. Donc si la personne ne vous sent pas habité, convaincu, etc., elle n'y adhère pas. Déjà, son attention et son écoute devient sélective ou bien devient partielle. Mais quand même, par aussi respect et courtoisie de nos auditeurs et aussi de nos clients,
parce qu'on a besoin de rendre des choses cartésiennes. Même si une prise de parole en public semble un mélange entre de l'émotionnel, du rationnel, de la préparation, de l'improvisation, si on rend les choses cartésiennes, il y a au moins 5 éléments. Il y a à travers effectivement mes formations ou bien les accompagnements que j'ai faits, j'ai pu construire en tout cas une grille d'analyse, peut-être pas exhaustive à ce stade, mais qui aide les gens à se repérer, à s'auto-diagnostiquer et s'évaluer sur la durée en se disant je me suis améliorée sur ce point-là ou cette dimension-là, etc. Parmi les 5 critères d'analyse, le premier, c'est sa respiration et sa posture. Je pense qu'on l'a développé en long et en large. Est-ce que je suis tendue physiquement lors de mes prises de parole en public ou pas? Posons-nous juste cette question-là. Est-ce que je sens mes trapèzes noués, mon estomac noué, etc. Deuxième chose, quel est mon débit de parole? Est-ce que mon rythme est soutenu? Est-ce qu'il est variable? Est-ce que je maîtrise les silences ou pas? Ou est-ce que je m'autorise déjà des silences, qui sont clés dans une prise de parole en public? Troisièmement, est-ce que ma parole est structurée ou pas? Est-ce que je dis aux gens, je vais, comme je viens de faire, justement, c'est une mise en abîme, la grille d'analyse est en 5 points, pour permettre aux gens de repérer qu'il y a 5 choses, qu'on en a évoqué 2, et ça donne quand même de la clarté si des gens dans la réunion m'ont interrompu, au moins je reprends le fil et ils reprennent le fil, même s'il n'y a pas un sommaire qui est projeté. Quatrièmement, la qualité de mes réponses face à des attaques ou des objections, j'allais vous dire, parce qu'il y en aura toujours. Je ne suis pas d'accord avec toi, ça peut intervenir à tout moment. Ou bien je pense le contraire. Quel est mon niveau de maîtrise de moi-même et comment je réponds aux interlocuteurs face à des attaques ou des remises en question, etc. Et 5, quelle est ma capacité de récupération? Et pour des orateurs, c'est clé de se poser la question, quelle est leur capacité de récupération? Exemple, je sais que le ramadan, par exemple, est une période clé. C'est une période que certains qualifient de baisse d'activité. Pour d'autres, ils vont me dire non, il y a une hausse d'activité pendant le ramadan. Et pour certains, ils le vivent comme une période aussi très condensée parce qu'on doit tout caler dans un temps plus court, un temps aménagé pour l'ensemble des personnes. Et bien justement, si c'est un temps et pour produire, et pour encadrer, et pour faire des réunions, où il y a plein de réunions, quelle est ma capacité à reprendre après un pic? J'ai fait un pic hier, par exemple, où j'ai fait 2-3 réunions. Comment je me sens ce matin? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Et cette capacité de reprise est aussi importante. Alors, Ritza Brada, beaucoup de choses ont été dites. Oui, beaucoup de choses ont été dites et je compléterai juste en disant que c'est pour moi la plus grande différence qu'il peut y avoir entre une formation en prise de parole et un coaching one-to-one en prise de parole. Dans une formation en prise de parole, on va pouvoir mettre les participants en situation, effectivement. On va pouvoir leur proposer une grille d'observation avec des feedbacks qui vont être très intéressants. Mais ça va rester un cas pratique. Quand on est sur du coaching one-to-one, on prend une situation réelle de la personne. Donc, ça veut dire la prochaine présentation où il doit valider ce budget, ou voilà, la présentation de la revue annuelle, ou peu importe, ou un entretien one-to-one, ou quelle que soit la situation, parce que tu parlais à très juste titre que les exercices ne sont pas les mêmes en fonction de la nature de la situation. Ben, le coaching one-to-one est la modalité qui te permet d'aller finement dans cette nature d'intervention, justement. Et après, que ce soit en formation ou en coaching, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je les filme. Quand je les mets en situation, évidemment, ça va de soi, parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas apprendre à conduire si on ne monte pas dans la voiture. Donc là, c'est pareil, on n'apprend pas à prendre la parole si on écoute, il faut prendre la parole. Donc, ils prennent la parole et ils sont filmés. Alors, ils sont toujours filmés avec leur téléphone. Comme ça les rassure aussi sur, bien sûr, tout le contrat de confidentialité, sur le fait que ça reste leur propriété. Mais surtout, l'avantage de filmer, c'est que, quelle que soit la grille qu'on peut utiliser, et Marie m'a donné 5 items pour cette grille, eux, quand ils vont l'entendre, ça va rester un peu théorique pour eux, parce qu'on a beaucoup de mal à être jugé parti. Alors que l'avantage, justement, de filmer, c'est qu'à posteriori, tu peux regarder cette vidéo et voir que, effectivement, ah oui, ta posture, tu étais courbé tout le long. Ou que tu gigotais des pieds tout le long. Ou que, si on te le dit, tu ne vas pas le réaliser. Mais si tu le vois, là, ça devient beaucoup plus puissant. Oui, bon, les exercices ou les accompagnements sont de nature différente, mais cela dit, il y a aussi un aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne.
Comment peut-on capitaliser sur ses forces et comment les identifier? Genre, ces choses-là se font tellement de façon inconsciente. Alors, bon, j'ai une amie qui me disait que lorsque elle souhaitait réagir ou émettre des avis dans sa sphère familiale sur des aspects ou politiques ou autres, bon, elle était facilement rabrouée dans le sens, lis d'abord ce livre avant de me parler de... Et donc, à ce moment-là, ça forge une façon d'être, c'est-à-dire une façon de s'exprimer. Alors, pour s'exprimer, il faut qu'on se sente davantage armé, maîtrisant parfaitement le sujet, parfaitement légitime. Alors, et ça donne un phrasé en bout de course. Et ces choses-là se cristallise sans qu'on sache bien les raisons pour lesquelles effectivement on a d'abord ce pli ou on a tel autre. Alors pour capitaliser sur ces forces, et encore faut-il les identifier clairement et en être conscient. Ça te fait sourire, Non, mais... ça me fait sourire Oui. parce que effectivement, ce que j'ai pu me rendre compte ces dernières années, c'est que l'action unique ne suffit pas. C'est qu'il faut avoir toujours une mosaïque d'approches pour voir finalement laquelle, parce qu'on est dans des approches expérientielles, Oui. beaucoup plus que sur des choses, on va dire, qui sont calcables d'un individu à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des questions jokers ou des questions miracles lorsqu'on intervient avec des casquettes de coach et de formateur et lorsqu'on intervient dans une notion de cycle de rencontres, qu'elles soient individuelles ou collectives, parce que ça introduit d'abord l'idée de progression et l'idée que je ne sois plus spectateur de quelque chose que je reçois, d'un kit qu'on me donne, mais je suis acteur, où je m'approprie ces éléments et finalement, ou ces outils-là, ou ces techniques-là qu'on évoque depuis ce matin, et je teste ces outils-là ou ces techniques-là dans mon quotidien et je me dis, bah, finalement, lequel a marché et lequel n'a pas marché sur moi. Alors, ce que je dis souvent quand j'accompagne aussi en méditation de pleine conscience, des profils qui sont dans le lâcher-prise et des profils qui sont dans le contrôle ne sont pas réceptifs de la même manière à une première séance de méditation de pleine conscience. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'on n'est pas rentré du premier coup. Des fois, il faut tester un outil à 2-3 moments différents pour se dire, OK, il marche ou OK, il ne marche pas. Mais une seule fois ne suffit pas. Oui. Et ensuite, ce qu'on voit souvent aussi dans nos accompagnements individuels et collectifs, c'est qu'il y a quelque chose qui fait mouche chez nos clients. C'est d'abord quand on termine une séance, qu'elle soit individuelle ou de groupe, on dit qu'est-ce qu'on retient, de quoi on a pris conscience, clé, de quoi on a pris conscience ou c'est quoi mon livrable, qu'est-ce que j'emmène avec moi à la maison ou au travail. Bien. Mais ensuite, quand on les revoit la prochaine fois, c'est quelle action concrète tu as mis en place entre la dernière séance et maintenant. Et ça, tout de suite, ça permet aux gens, de rentrer dans un mood de se dire, je peux m'améliorer. Et j'ai les indicateurs pour le faire. Et on va me demander finalement qu'est-ce que j'ai testé et qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins bien marché. Donc ça, ce genre de débrief express, qu'il soit au début ou à la fin de session, ça permet réellement de sentir qu'on bouge. Et tu sais qu'on parlait de la confiance en soi au début. La confiance en soi vient par les victoires et vient par les réalisations. Et tout ce que même la semi-infime brique que tu as mis en place, elle a de l'importance pour toi à cet instant. Les briques ne seront pas toujours de la même taille, tu n'iras pas au même rythme, etc. Mais en fait, tu as bougé et c'est ça l'essentiel. Alors, il est 11h17, bientôt 18 minutes. On va profiter à nouveau de la respiration musicale et on reprendra la suite et fin de notre émission des experts qui est écourtée en raison de la circonstance du moment qu'on évoquait en début d'émission, puisque la programmation est ce qu'elle est du fait du premier jour du Ramadan. Alors, avec café et sans café, la prise de parole est sensiblement différente, surtout les premiers jours également. Alors, on se retrouve pour la suite et fin de notre émission dans quelques instants. Et nous reprenons notre émission des experts ce matin consacrée à la prise de parole et on s'intéressait effectivement à la nature des personnalités qui sont amenées à prendre la parole. Et quand on prend la parole, on est jugé, mais il faut d'abord s'auto-juger par rapport effectivement aux paramètres qui nous permettent d'être en confiance, de se sentir à l'aise, d'avoir une forme de tranquillité, de sérénité quand on sait que
on a quelques atouts, quelques éléments qu'on remettra en partage et qui ne sont pas que jugés négativement. Alors, quelqu'un de rationnel, il va d'abord mettre l'accent sur les arguments, peut-être. Quelqu'un qui aime la musique, le rythme de la parole, il va mettre l'accent sur l'énergie, on dit qu'il a du bagou, sur l'intention, sur la voix, sur la rythmique, et puis effectivement, quelqu'un qui souhaite être entre les deux, il mettra de l'émotion dans les arguments qu'il présentera. Alors, comment est-ce qu'on essaie, avant de prendre la parole, de bien cerner ses forces et peut-être ses faiblesses, s'il y en a? Ritza Balada. Alors, si je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la grille, on parlait d'une grille pour identifier justement la progression. Mhm. Ben, c'est cette même grille en fait qui permet d'identifier les points forts. Et d'ailleurs, très souvent, et c'est l'avantage de filmer Mm. ou même de collecter un auto-feedback Oui. quand la personne finit sa simulation de prise de parole, que ce soit en coaching ou en formation. La première question que je pose, c'est comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu penses de ta prise de parole? Mm. Juste cette question large. Franchement, je pense que 99% des réponses que j'ai eues, ça commence toujours par ça, c'était pas bien, ma voix, elle n'était pas La claire. critique. La Ouais. critique, exactement. Et là, j'écoute, et je dis, OK, on prend ces points, mais à côté de ces points, qu'est-ce que tu penses avoir bien fait? Mm. Et là, ça cogite un peu plus pour chercher. Oui, Et parce qu'ils ont du mal à prendre du recul, parce que soi avec soi, c'est toujours un peu compliqué. oui. Mais quand on a justement un regard extérieur qui est neutre à travers justement une grille d'observation, c'est beaucoup plus simple. Et dans cette grille, moi, j'intègre tous les paramètres dont tu as parlé. C'est-à-dire, il y a le volet message. Donc, est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est convaincant? Quel que soit le type d'argument, ça peut être des arguments logiques, des arguments émotionnels type storytelling ou des arguments d'autorité. Mais il y a aussi la voix, Oui. le corporel et la gestion de stress. Moi, c'est vraiment les 4 volets que j'invite en fait chaque personne à regarder systématiquement quand elle prend la parole. Parce que j'aurais beau avoir les meilleurs arguments, si je ne les incarne pas avec ma voix et avec mon corporel, on va pas me croire. Si je dis cette année, on a fait un super chiffre d'affaires et que je le dis pas avec le ton naturel avec lequel je viens de le dire. Souvent, je fais la démo contraire. Oui, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je dis, mais qui c'est qui va vous croire si vous le dites comme ça? Donc, l'idée, c'est de regarder en fait cet ensemble d'éléments, pas qu'un seul, à la fois la structuration du message, la voix, le corporel et comment j'arrive à gérer mon track. Et grâce à de l'autofeedback filmé, on arrive à voir et les axes d'amélioration et les points Les forts. aspects plus critiquables. Oui. Exactement, sur Les lesquels deux. je peux capitaliser. Effectivement, Oui. tu parlais de capitalisation. C'est très important de connaître aussi ses forces. Oui, mais l'axe d'amélioration, c'est sensiblement différent de la critique qui jaillit naturellement quand on se regarde. Donc, déjà, rien que dans la formulation, c'est une invitation à voir le même exercice différemment. Alors, Malim Hello. Non, j'ai presque envie de dire soyons amis avec nous-mêmes. Cette autoflagellation, parce que très souvent aussi, j'accompagne des personnes qui me disent: ah, tu as vu, je crois que ma nervosité est perçue, je crois qu'ils regardent que mes mains tremblent, je crois qu'ils perçoivent que ma voix tremble, alors que pas du tout, les gens ne le voient pas. Et si ça se voit, et alors, le stress. Arrêtons de voir le stress comme une vulnérabilité ou une faiblesse, c'est juste une réponse d'adaptation du corps. Et chacun a le droit, même aujourd'hui, c'est, j'allais dire, monnaie courante, d'éprouver un trac, un stress, quelques secondes avant le démarrage de quelque chose ou après. Et alors, mais se comprendre, ça n'exclut pas se comprendre et prendre soin de soi, parce que si cette sensation est désagréable ou handicapante, qu'elle existe, c'est normal. Ça donne de l'adrénaline, de l'impulsion, etc. Le jour où elle devient handicapante, désagréable, ces signaux d'alerte-là devraient nous inciter à nous dire: tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui déclenche cela? Warqa au stylo, rappelle-toi ma phrase clé. Oui. Prenez un papier et un stylo Oui. et notez Qui n'a à rien à voir quel, avec le signe astrologique des invités. à quel moment
Je suis Capricorne. Et Oui. alors? Ben, voilà. Et alors? Et alors, à C'est tous une les réponse à Capricornes, tout, hein, je passe un salut sympathique. Ils se reconnaîtront. Donc, je te disais, ça n'empêche pas de prendre bon, j'allais dire un café, un stylo. Je suis borderline. Oui. Non, et de noter qu'est-ce qui a déclenché ça. Et sur une semaine, par exemple, se dire, est-ce que j'ai été déclenché une fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce que j'ai eu plusieurs déclencheurs? Est-ce que ça se répète? Est-ce que c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets? Ou c'est totalement, j'allais dire, c'est un stress aigu, mais une fois tous les ans. Avoir sa boîte à outils et s'entraîner à froid. Moi, je dis très souvent aux gens, n'attendez pas à J-1 semaine cet entretien de recrutement ou cet entretien de passage ou de reconversion professionnelle ou de promotion, peu importe, n'attendez pas pour vous entraîner, entraînez-vous à froid parce que ça permettra de recevoir des feedbacks, s'ajuster, s'entraîner et travailler des choses. Et surtout, la technique des petits pas que je te disais souvent, surtout en plein mois de Ramadan, on ne va pas révolutionner le fil à couper le beurre. Un micro-changement par jour et peut-être que d'ici la fin du mois, en se faisant des challenges, on peut arriver à des choses positives. Un micro-changement par jour, en 30 jours, on devient merveilleux. Qui sait? Ben, je te le souhaite, tu vois. Je nous le souhaite. Ah oui. Bon, à supposer qu'on n'ait pas fait un petit bout de chemin depuis le temps qu'on a pu prendre de bonnes résolutions. Mais bon, alors on en prend chaque année. Mais quand on fait les comptes, bon, les résultats, est-ce qu'ils sont toujours au rendez-vous? Pas certains. 11h30. Bon, il y a des démarrages de début de Ramadan plus optimistes que ce que je viens de faire entendre, mais on a moins l'occasion de se rattraper puisqu'il est déjà 11h30 et on arrive au terme de notre émission. Je vous remercie tous deux pour votre présence et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Merci.